Merci Marie-Louis. Merci. Merci Marie-Arine. Juste un petit mot sur Activeo, qui on est. Nous, Activeo, on est partenaire de la marque depuis de nombreuses années. Et notre métier, c'est d'intervenir auprès des professionnels de la relation et de l'expérience client pour les accompagner vers l'excellence relationnelle, donc beau mais vaste programme, et ce au travers de nos trois métiers, le métier du conseil, le métier de l'intégration de solutions technologiques du marché et notre métier d'éditeur de solutions, solution Logepal, une solution de pilotage des centres de contact. Donc encore une fois, merci à Marie-Louis, merci à la marque de nous donner cette belle opportunité de prendre la parole autour du sujet de la démarche qualité au profit et au service de la performance opérationnelle et de l'expérience client, et ce avec nos trois invités que j'ai l'honneur de présenter. Donc tout d'abord, Laurent Pluchon, vous êtes Laurent, directeur de la relation client de Chronopost. Valérie Loiret, donc Valérie, vous êtes responsable de la performance opérationnelle du service client. Et enfin, Arnaud Guin. Arnaud, vous êtes responsable du pôle formation et qualité de la relation client de Chronopost. Alors, tout d'abord, j'aimerais peut-être m'orienter et m'adresser à Laurent. Laurent, Chronopost est une marque bien connue de tout le monde et de tous nos participants. Mais peut-être en quelques mots, quelques minutes, vous pouvez peut-être nous remettre en perspective le champ d'intervention de cet acteur incontournable de la livraison express. Tout à fait. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc effectivement, Chronopost, c'est l'une des sociétés du groupe La Poste. Notre cœur de métier, c'est la livraison de plis et de colis en J+1, donc en express sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à l'international de plis et de colis de moins 30 kg. On est leader aujourd'hui sur le marché en France et on a une offre de services qui aujourd'hui rayonne sur des clients B2B, également sur des clients B2C. Et on a étendu notre offre de service récemment sur des offres de livraison sous température dirigée, notamment dans l'alimentaire, via l'offre déployée par Chronofresh et plus récemment sur le healthcare. Donc aujourd'hui, on est capable d'intervenir sur différentes gammes de produits, mais principalement effectivement sur cette offre initiale qui fait la promesse de Chronopost, qui est la livraison de plis et colis en J+1 le lendemain avant 13h. Ça, c'est notre produit phare. On est sur une activité qui est portée par l'essor du B2C. Clairement, on a des habitudes de consommation qui ont considérablement évolué ces dernières années avec l'essor des boutiques en ligne. Le besoin finalement de cette livraison en express répond à une attente des consommateurs où dès lors où je commande sur Internet, j'ai envie d'avoir le produit très très immédiatement. Et donc Chronopost a répondu présent en se positionnant quasiment dès l'origine sur ce marché du B2C en complément du marché B2B qui était le marché historique de Chronopost. Les attentes de nos clients aujourd'hui sont donc de différents ordres, puisqu'on a des clients qui vont être des clients expéditeurs, plutôt des chargeurs, qui peuvent être des professionnels ou des particuliers d'ailleurs. Donc, ils vont avoir des attentes sur notre capacité à pouvoir accomplir la promesse. Et on a des destinataires qui, de la même manière, vont attendre qu'on accomplisse la promesse pour laquelle un service nous a été demandé, mais qui, eux, vont être très sensibles justement à notre capacité à pouvoir livrer dans un créneau qui va être annoncé, puisque ce que le consommateur et le destinataire a en sainte horreur aujourd'hui, c'est qu'on lui dise que la livraison peut intervenir entre 8h et 18h à une journée donnée, sans lui donner précisément l'heure à laquelle on peut apparaître, et donc finalement le contraindre à rester toute la journée chez lui. Donc aujourd'hui, Chronopost a vocation à pouvoir prendre en charge ses attentes clients et parfaire cette expérience du dernier kilomètre qui finalement vient rendre aussi physique cette relation digitale qui est née juste avant. On a un client qui aujourd'hui est au centre de nos préoccupations, dans ce qu'on peut mener en termes de projet, dans ce qu'on peut essayer de mener en termes d'action pour augmenter la satisfaction client, puisqu'on est convaincu que de toute façon, l'évolution de notre activité implique de satisfaire nos clients, qu'ils soient d'ailleurs expéditeurs ou destinataires, bien entendu. Merci beaucoup Laurent pour cette remise en perspective. Peut-être pour rebondir par rapport à votre données de points et les attentes clients que vous avez identifiées, quelles sont les orientations de Chronopost en termes de relations clients qui permettent de répondre à ces attentes clients? Alors en fait, notre feuille de route sur la partie relation client, elle est assez simple, et finalement assez simple. On considère que déjà, la meilleure relation client, c'est celle qui ne dit pas son nom.
c'est celle pour laquelle on va mettre à disposition du client énormément d'informations qui vont lui permettre d'avoir la réponse à une question qu'il ne s'est soit pas posée ou soit qui, quand il se l'est posée, il a pu obtenir une réponse au travers de la recherche qu'il a fait sur Internet ou au travers des différents outils qu'on a mis à sa disposition. Donc en fait, on a développé un certain nombre de mécanismes qui permettent de donner à nos clients, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires, une information simple, efficace, rapide, voire même la capacité à pouvoir interagir directement sur leur livraison. Donc ça, c'est la. Si on illustrait notre stratégie par une pyramide, ce serait la brique de base de notre pyramide, qui serait celle de la logique de l'autonomisation client, la self-carisation telle qu'on en entend beaucoup parler. Donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés depuis des années avec Chronopost. C'est des outils type ce qu'on appelle Predict, hein, qui va permettre finalement d'avoir un avisage auprès du client sur le fait qu'il y a un colis qui est rentré dans notre réseau Chronopost et de laisser la possibilité au destinataire d'interagir sur ce colis en disant je ne serai pas chez moi demain, donc ce colis-là, plutôt que le déposer chez moi et que votre chauffeur vienne chez moi, il vient déposer-le dans un point relais et j'irai le récupérer. Et on a été les premiers à l'opérer sur le marché. On a également opéré pour répondre aux questions et pour répondre aux questions de nos clients un outil de chatbot qui s'appelle Léonard est disponible sur chronopost.fr notamment. Et cet outil de chatbot aujourd'hui a pris toute sa place dans notre stratégie relation client puisque plus de 50% des contacts qu'on traite sont gérés par notre chatbot aujourd'hui. Et on a également développé des outils de suivi pour nos expéditeurs, avec notamment un outil qui s'appelle Chronotrace et qui permet à nos chargeurs, expéditeurs, d'avoir accès à l'ensemble des colis qu'ils nous ont remis et de manière simple et synthétique au travers de rapports qu'ils peuvent soit programmer, soit à la demande d'aller chercher, voir l'état de livraison des colis, si il nous manque des informations, et le cas échéant au travers de cet outil, directement contacter par un simple clic les services de relations clients pour qu'un agent prennent la demande en charge. C'est un outil de ticketing qui, globalement, est beaucoup plus simple d'utilisation pour nos clients. Donc, on a vraiment un premier axe qui est celui de cette autonomie client. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la relation client qui ne dit pas son nom, mais qui finalement est clé pour nous parce que ça va permettre d'éviter des contacts qui finalement peuvent trouver une réponse assez simple. Ça, c'est la première brique. La première brique donc, qui s'auto-nourrit régulièrement de projets et on en a très régulièrement. Pour tous ces contacts qui nécessitent quand même un accueil par un conseiller, on a une deuxième brique de notre pyramide. Ça va être le fait de dire que l'ensemble des contacts qui doivent être pris en charge par un agent doivent être pris en charge de manière simple, efficace et rapide. Encore une fois, les contacts qu'on va pouvoir gérer vont être soit des contacts en lien avec ces deux grandes familles de contacts qui nous arrivent. J'attends mon colis, je veux savoir où est le livreur, je ne veux pas attendre une demi-heure, ni même 5 minutes avant d'avoir quelqu'un qui me réponde au téléphone. Donc on a un vrai sujet d'organisation, donc de prévision, de dimensionnement, de mapping d'activités, d'organisation humaine et de compétences adaptées aux besoins de nos clients. Donc ça, c'est la deuxième grande brique de notre pyramide et qui aujourd'hui nous permet, dans le cadre de notre stratégie de certification ISO, d'être accessible et d'être globalement aux attendus qui sont ceux exigés par la norme, bien que la complexité des flux augmente. Et pourquoi cette complexité augmente? Tout simplement parce que les contacts qui peuvent être les plus simples de où est mon colis, quand est-ce que je vais être livré, eh bien aujourd'hui, la première brique qui est celle de la self-carisation amène le client à avoir déjà ces informations-là quasiment avant de nous contacter. Donc ça, c'est vraiment notre deuxième brique. Mais il y a vraiment derrière ça tout un sujet organisationnel qu'il nous a fallu travailler et traiter pour avoir des agents qui arrivent à intervenir sur l'ensemble des canaux et avoir les briques de compétences qui soient complètes. Et puis, si j'arrive au sommet de la pyramide, ben, il y a un sujet qui va être le sujet de la qualité. C'est-à-dire que construire une brique de self-care ou construire un accueil avec le bon nombre de personnes aux bons endroits avec les bonnes compétences n'a de sens que si la réponse qui est apportée est qualitative. Donc, on va mesurer la qualité qui va être produite à chaque niveau d'interaction, que ce soit sur l'interaction digitale ou sur l'interaction humaine. On va le mesurer par la voix du client, bien entendu. On va le mesurer par la qualité telle qu'elle va être produite et donc mesurée au travers de picking et de dispositifs de monitoring qualité qui sont mis en œuvre. Et derrière ces éléments-là, bah, il y a toute une boucle d'amélioration continue qui est vraiment très très présente à la direction de la relation client, qui vient nous permettre d'enrichir
nos formations, le cas échéant de travailler sur de nouvelles compétences que les conseillers doivent acquérir par rapport au type de contacts qui sont aujourd'hui ceux sur lesquels ils doivent intervenir. Ça va être le travail sur les émotions. C'est aussi tout un travail sur les outils pour parfaire l'ergonomie du poste de travail pour le conseiller client. Donc on va parler d'outils CRM qui doivent être augmentés, entre guillemets, avec les bases de connaissances qui doivent être très complètes, adaptées, ergonomiques et dynamiques. Et puis on a le sujet de la qualité que je vais appeler la qualité dépendante, qui elle vient donner l'information complète et exacte au conseiller pour que lui-même s'en fasse le relais de manière qualitative auprès du client. C'est un peu la particularité de Chronopost, mais aujourd'hui, quand un client nous sollicite pour une information, dans certains cas, on va devoir, nous, côté relation client, prendre contact avec l'agence de distribution, avec le chauffeur. Et donc finalement, le conseiller aura beau être très accessible, très bien formé, avoir l'ensemble des outils qui vont bien. Si l'information qui lui est communiquée par ce dernier maillon de la chaîne et pas une information suffisamment exploitable, on va se retrouver finalement face à un conseiller qui ne pourra pas apporter la réponse satisfaisante au client. Donc l'action de la direction de la relation client, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de cette logique de traitement et de faire en sorte que l'information même que l'on obtient de la part du terrain soit efficace, exploitable, et que finalement on mette tout ensemble de notre côté pour apporter une réponse qualitative à nos clients. Donc voilà les 4 étapes avec finalement quelques KPI clés qui sont ceux qu'on va suivre, hein, mais ils ne sont pas très nombreux. On va regarder le nombre de contacts qu'on reçoit pour 100 colis distribués. On va regarder notre once and done, qui sont des KPI que tout le monde connaît, hein. On va regarder la durée de vie d'un dossier, combien de temps un dossier va vivre entre le moment où il arrive et le moment où il est clôturé, et la qualité telle qu'elle est perçue par nos clients. Et ça va être nos KPI principaux. Et finalement, notre stratégie se résume à ces 4 KPI-là. Donc notre finalité, elle est assez simple. Tout à l'heure, Marie-Louis parlait de transformer le pépin en pépite. Nous, c'est un peu la même chose. C'est un peu une philosophie qu'on s'est appliquée. Et notre finalité, elle est de faire en sorte que la relation client Chronopost soit une force marketing au bénéfice de la marque. C'est qu'on soit vraiment un aidant au développement du business et qu'on soit en capacité vraiment à transformer ce pépin, cette petite question en tout cas qui fait qu'à un moment le client a jugé opportun de nous contacter pour que, un, ça ne se reproduise pas, et de deux, qu'il reste intéressé, fidèle à la marque Chronopost. Voilà. J'étais un peu long, mais voilà notre stratégie en tout cas résumée. Merci Laurent pour cette présentation très claire de cette stratégie et des 4 étapes que vous avez mises en place, de cette pyramide-là, à quatre niveaux. Peut-être pour aller un cran plus loin, vous pouvez peut-être nous préciser les différentes initiatives que vous avez pu mettre en place, notamment les initiatives qualité qui ont permis de concrétiser cette stratégie relation client. Alors, nous, on en connaît bien une parce qu'on vous a accompagné sur le sujet de la mise en place et l'obtention de cette certification qualité NF relation client. Mais je crois savoir qu'il y a eu d'autres initiatives que vous avez mises en place. Alors, effectivement, la norme NF, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que la normalisation NF, c'est un moyen qui doit servir notre stratégie. Donc, ce qui a été d'ailleurs mis en œuvre depuis 2014 chez Chronopost a vraiment cette philosophie-là. Ça nous accompagne à nous structurer et ça a été un point de départ à plein de choses qu'on a pu mettre en place derrière. Donc, on continue à être audité, on continue à être normalisé et je pense qu'il faut continuer à l'être autant que faire se peut. Mais ça reste un moyen plutôt qu'une finalité en tant que telle. Et effectivement, on a essayé d'aller un peu plus loin que ce que la norme pouvait nous imposer. Il y a énormément de projets depuis 2014, ou en tout cas dans les 3 à 4 dernières années, qui sont venus structurer notre relation client. On a eu des sujets outils, c'est-à-dire qu'on avait une diversité d'outils. On a tout rassemblé au sein d'un seul et même outil CRM dans lequel on a tous nos canaux de contact. Donc on est passé d'un multi-outil à un CRM multicanal, et donc le conseiller aujourd'hui peut être quasi omnicanal. On a revu tout notre système de téléphonie, on a, bref, beaucoup évolué, intégré notre base de connaissances dans notre CRM, pour justement avoir cette capacité pour le conseiller à avoir une information très rapidement sur les problématiques qu'il peut y avoir. On a eu des sujets d'innovation, notamment au travers de notre chatbot, qui
comme je le disais tout à l'heure, est disponible sur chronopost.fr, mais est également disponible dans notre SVI, donc des parcours clients qui ont été repensés par rapport à ces sujets-là. On a eu des sujets d'organisation, et notamment une démarche de lean management qui a été mise en œuvre au sein de la direction, qui a plusieurs vertus, mais notamment celle de pouvoir traiter le problème à la racine et de passer dans une logique très descendante de management à une logique qui vraiment vient du terrain. C'est-à-dire que dans cette logique de lean management, c'est le conseiller client qui détecte ce pépin, qui va s'en faire écho auprès de son management. Et derrière, il y a des initiatives qui vont être portées au niveau des centres et au niveau de l'entreprise pour transformer ce pépin en quelque chose qui soit meilleur en termes d'expérience client. Et c'est vraiment à l'initiative des conseillers. Je vais vous donner un chiffre, hein. On a lancé il y a 2 ans un challenge sur nos plateaux pour que les conseillers nous remontent l'ensemble de leurs dysfonctionnements, pas des dysfonctionnements, mais l'ensemble des problématiques via une démarche Lean. On a eu 700 remontées. 700 remontées sur lesquelles il nous a fallu travailler. Donc, une démarche très très forte. Ça fait partie des initiatives mises en œuvre. Et puis de manière plus fondamentale, on a vraiment réfléchi sur la manière dont notre organisation relation client devait porter la feuille de route stratégique que je vous ai évoquée tout à l'heure. Et il y a 2 sujets clés qui sont sortis. On avait une organisation très très silotée dans la manière dont les conseillers étaient affectés à des fils de compétences, mais qui est une organisation qui était normale il y a quelques années. Et on s'est posé cette question d'avoir un conseiller qui soit finalement capable d'interagir sur un traitement de A à Z pour un dossier, considérant que l'irritant client, c'était justement de devoir répéter 3, 4 fois son historique de dossier pour que le conseiller ait l'ensemble des éléments. Donc avec une logique de traitement A à Z, l'idée était d'avoir un conseiller qui lui-même serait en responsabilité du traitement depuis la prise en charge jusqu'à la clôture du dossier. Donc c'est une logique de désilotage complet. Et ça a été l'un des premiers chantiers qu'on a mis en œuvre. Et le deuxième chantier, c'est de se dire, une fois qu'on met ce chantier en œuvre, où on rend notre conseiller responsable du traitement de A à Z, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre une démarche qualitative. Donc on sort d'une logique productiviste pour rentrer dans une logique beaucoup plus qualitative, et qui est de dire comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif d'accompagnement qualité qui, s'appuyant sur la voix du client, mais également sur la qualité telle qu'on la monitore au travers de nos pickings, arrive à faire monter le conseiller sur des compétences qui sont d'ailleurs même pas forcément les compétences pour lesquelles on arrive à donner des billes en formation. Ça va être toutes ces compétences, notamment les soft skills qu'on connaît. Et donc ça a été l'un des sujets que Arnaud a pu porter, alors que le traitement de A à Z a plus été porté au titre du pilotage de l'activité par Valérie. Voilà deux grandes initiatives qui ont été portées dans les dernières années. Et puis, il y en a plein d'autres qui viendront. Merci Laurent. Alors peut-être l'idée, c'est d'aller un peu plus loin sur ces 2 initiatives. Donc je me tourne vers Valérie dans un premier temps, en tant que responsable de la performance opérationnelle. Sur la première initiative dont nous a parlé Laurent, le traitement de A à Z, est-ce que vous pouvez nous partager un peu le constat que vous aviez fait au préalable en termes d'organisation de votre service client qui vous a amené à mettre en œuvre cette initiative? Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, l'organisation mise en place au service client pour gérer les demandes de nos clients avait plusieurs impacts. Donc, premièrement, le suivi des dossiers qui ne répondaient pas aux attentes de nos clients. Nous n'avions pas de réelle annonce du délai de recontact pour le suivi du dossier, ou si le délai de recontact était annoncé, il n'était pas forcément respecté. Donc, voilà, au-delà de l'insatisfaction client, forcément, ça génère de la réitération et donc de l'effort client. Deuxièmement, on avait justement l'activité back-office qui n'était pas priorisée, avec très peu de pilotage justement sur nos délais d'engagement. Troisièmement, le constat, c'était aussi un manque de personnalisation des réponses, un peu un sentiment de traitement à la chaîne par les conseillers qui étaient sur le traitement back-office, et donc un manque d'implication. Et donc pour finir, nous n'avions pas donc de conseillers dédiés par demande client. Comme l'évoquait Laurent, plusieurs conseillers pouvaient intervenir donc sur une même demande, qui génère forcément de l'insatisfaction client, qui devait se répéter et réexpliquer donc sa demande à chacun de ses contacts. Donc voilà, on avait également des compétences différentes selon les conseillers. Voilà, certains étaient formés uniquement sur du flux froid, d'autres uniquement sur du flux chaud, sur la partie appel. Donc voilà, c'est pour répondre donc à ces irritants que nous avons voulu repenser notre logique de traitement en partant d'une organisation multicanale vers une organisation omnicanale, comme l'évoquait Laurent tout à l'heure.
Alors, peut-être pour aller plus loin, quelles sont les actions un peu concrètes que vous avez mises en œuvre pour aller vers cette organisation omnicanal? Puis peut-être en amont, vous pourriez peut-être préciser à nos auditeurs ce traitement A à Z, en quoi il consiste exactement? Donc voilà, donc justement, le traitement omnicanal a pu être mis en place avec le principe de traitement de A à Z, hein, donc c'est le traitement de bout en bout. Donc voilà, le traitement de A à Z, qu'est-ce que c'est? C'est la prise en charge donc, par un même conseiller client de toutes les demandes d'un client pour un même colis, quel que soit le motif. Voilà, on sait très bien que la vie d'un colis peut évoluer, donc finalement, la demande du client sur une journée peut varier quelques jours après, semaine suivante. Donc voilà, ce que l'on voulait, c'est que justement le même conseiller puisse suivre les différentes demandes au travers de ce même colis. Et donc, quel que soit le canal de contact, voilà, on sait aussi, un client peut nous appeler, mais aussi nous faire une demande par mail. Donc voilà, qu'on puisse finalement avoir un même traitement par un même conseiller, quel que soit le canal utilisé par le client. Et le but, c'est bien sûr d'aller jusqu'à la clôture du dossier par le service client, mais pas que, d'aller aussi jusqu'à la confirmation du client que sa demande est bien résolue. C'est-à-dire qu'on peut, nous, point de vue service client, statuer sur la résolution parce qu'à notre niveau, le dossier est bien clos. Mais par contre, le client, peut-être qu'à son niveau, il n'a pas tous les éléments. Donc, s'il nous relance, s'il nous fait une nouvelle demande, le dossier doit être à nouveau repris par ce même conseiller. Voilà, c'est vraiment une logique de bout en bout. Donc, on avait, nos principaux enjeux, en tout cas, portaient finalement sur 4 points. Le fait de responsabiliser chaque conseiller sur la prise en charge du client, améliorer, bien évidemment, la satisfaction de nos clients, maîtriser la durée de vie des demandes, donc au travers de la durée de vie des dossiers, et diminuer donc la réitération. Donc pour ça, nous avons dû faire forcément un déploiement progressif, activité par activité, pour bien mesurer les différents impacts du changement d'organisation et pour accompagner au mieux la conduite du changement. Donc voilà, donc tout d'abord, c'était la formation de tous nos conseillers, donc comme je disais, sur le changement d'organisation, mais pas que. Ça a été aussi sur cette nouvelle prise en charge de nos clients, en s'engageant sur une date de recontact pour le suivi de son dossier. Et le conseiller doit s'engager personnellement. Il se responsabilise. Nous avons dû également former nos conseillers au traitement de tous nos cadeaux de contact. Donc, comme je disais, certains étaient formés que flux froid, d'autres flux chaud. Voilà, aujourd'hui, il faut que nos conseillers soient capables de traiter des appels comme du flux froid. Dans le cas où les clients viennent à multiplier leurs demandes, ou des fois, c'est simplement aussi pour nous envoyer un document, une pièce jointe, on l'a au téléphone, on lui demande de nous envoyer automatiquement un écrit. Donc, il fallait que nos conseillers aient bien tous cette multicompétence. Donc, d'un point de vue pilotage, nous avons donc dû organiser des créneaux de gestion de back-office pour que chaque conseiller, justement, puisse respecter ses délais d'engagement, les délais annoncés aux clients, et sans pour autant, justement, déprioriser notre accessibilité téléphonique, ni déprioriser notre délai de prise en charge de nos traitements flux froids. Ensuite, il a fallu gérer les absences prévues et non prévues avec la reprise des dossiers par des collègues pour ne pas générer justement d'insatisfaction client et donc de la réitération. Si on s'engage sur un délai qu'on ne le tient pas, ça fait vraiment l'effet inverse de ce qui était attendu. Donc voilà, c'est quelque chose maintenant qui est ancré dans notre organisation, mais qu'il faut bien sûr piloter au quotidien. Nous avons également dû donner les outils aux conseillers pour pouvoir justement reprendre facilement ces dossiers, qu'ils aient la visibilité sur le pilotage pour respecter les engagements. Il ne faut pas l'appeler trop tôt, parce que ça ne sert à rien de l'appeler si on n'a pas d'éléments supplémentaires. Mais voilà, donc de pouvoir prioriser en fonction des demandes. Donc ça a été au travers de vues dédiées dans notre CRM, où chaque conseiller a la vue qui reprend ses dossiers, qu'il doit reprendre chaque jour avec des niveaux de priorité. Et avec, selon les éléments qui ont été demandés justement au niveau de nos agences, comme l'évoquait Laurent. Donc tout ça a pu être justement mis en place et on l'a fait activité par activité pour mesurer les impacts. Merci Valérie. Alors très souvent, quand on déploie des initiatives, des projets tels que le traitement A à Z, derrière se pose la question, mais quels ont été les résultats qui ont été obtenus, quels ont été les KPI que vous mesuriez et quels ont été les résultats obtenus. J'imagine que ces résultats, ils ont impacté d'une part la satisfaction client, mais aussi la performance opérationnelle en tant que telle du service client. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, la mise en place du traitement du A à Z, on a pu, tirer vraiment 6 gros constats. Une très nette progression de notre respect de l'engagement, comme je disais, un point qui n'était pas suffisamment piloté il y a quelques temps. Ça nous a permis de gagner 15 points avec la mise en place de cette organisation.
La satisfaction client, comme vous le disiez, voilà, donc on a pu gagner jusqu'à 10 points, donc voilà, avec une relation client personnalisée. Donc clairement, voilà, c'était un de nos enjeux principaux. Donc forcément, on y a, voilà, ça a été plus que bénéfique. Le renforcement et l'engagement, enfin le renforcement de l'engagement et l'autonomie de nos conseillers, qui a vraiment été voilà, positif. Ensuite, voilà, ça n'a pas eu d'impact justement sur la maîtrise de nos stocks et sur notre accessibilité, voilà, grâce à une relation client optimisée. On a également eu un gain sur la réitération et donc sur l'effort client. Donc, on a gagné entre 5 et 6 points sur notre once and done, donc voilà, selon les activités. Et on a également eu un gain sur la productivité. Voilà, même si ce n'était pas l'objectif principal, on estime à peu près 8% de gain, voilà, grâce à la reprise des dossiers et donc la connaissance par le conseiller des demandes du client. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats ont été plus que concluants et ce qui nous a permis de valider la mise en place du traitement A à Z et donc de le déployer sur toutes nos activités. Donc aujourd'hui, c'est devenu un standard dans notre organisation. Les modules de formation d'intégration sont bien évidemment adaptés voilà, en ce sens. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Valérie. On voit quand même que les résultats sont très significatifs sur l'initiative qui a été mise en œuvre. Et donc, on peut que féliciter les équipes de Chronopost pour le déploiement de cette initiative. Maintenant, merci Valérie, je vais peut-être me retourner vers Arnaud pour discuter et partager autour de la seconde initiative dont nous avait parlé Laurent, à savoir le dispositif format et qualité. Peut-être j'aurais envie de vous poser la même question qu'à Valérie au début. Quel a été le constat initial que vous avez fait et qui vous a amené à déployer et à réfléchir sur cette initiative et puis de la déployer? Alors, bonjour à tous tout d'abord. Effectivement, on a eu un constat après les actions qu'on a pu mener. C'est une volonté d'optimiser la montée en compétences des collaborateurs aussi par la responsabilisation. On va le voir dans ce dispositif. Un manque de visibilité sur l'efficacité post-formation et notamment sur les contrôles aléatoires de la qualité que faisait l'équipe qualité. Ensuite, on a un manque d'animation pérenne aussi autour de ces critères qualité. Il n'y avait pas d'instance régulière avec l'équipe qualité et les opérationnels. Et ensuite, un manque d'échange aussi sur les écarts constatés, les plans d'action qui en découlent et les actions correctives d'accompagnement, et que ce soit aussi au niveau central dans l'équipe formation et qualité. Alors, tout d'abord, pourquoi on appelle ça le dispositif format et qualité? C'est la contraction de format qualité et aussi pour ma qualité, pour la qualité produite et perçue de chaque collaborateur et du client. Donc voilà, on a donné un nom à ce dispositif pour intégrer tout le monde. Et du coup, quelle a été la finalité de ce dispositif et comment il a été mis en œuvre? Alors, en fait, ce dispositif a été mis en place avec l'équipe qualité dans le parcours de formation, post-formation, pour les nouveaux collaborateurs, mais également pour le maintien des compétences des collaborateurs déjà en poste. En fait, on a globalement mis en place 2 opérations. C'est-à-dire la première, c'est de faire du picking post-formation automatique. Et ce picking, en fait, c'est des coups d'appel. Et il est effectué par une cellule qualité et qui vient renforcer en fait les évaluations faites par les managers. Et en fait, ce picking, il est sur toute la période de tutorat. Donc, c'est ce qui permet, c'est-à-dire 2 semaines après l'entrée en poste, ce qui nous permet déjà, dans un premier temps, c'est de capter les écarts de formation et de mettre en place des actions correctives tout de suite avec le tuteur ou le formateur sur le terrain. Ensuite, ça nous permet de mettre en place un accompagnement individuel. Donc, on a des retours formalisés de l'équipe qualité auprès du manager et auprès du formateur. D'optimiser nos modules de formation par les retours qu'on peut avoir et les écarts constatés. On a sécurisé la montée en compétences aussi par des actions individuelles, mais aussi collectives. Et on a vraiment une logique de travailler la compétence en s'appuyant forcément sur des indicateurs de performance. Ça nous a permis aussi de formaliser les actions d'accompagnement prioritaires et à mettre en œuvre une meilleure passation avec les managers. Donc, on a aussi la formalisation de ce post-formation et de ce picking qualité qui est fait automatiquement. On fait un compte-rendu au manager sur le terrain pour que lui, derrière, il puisse prendre le relais sur les actions qu'on a pu noter en écart et les actions prioritaires d'accompagnement.
et ensuite de garantir les objectifs qualitatifs qu'on a versus aussi la courbe d'appropriation, la courbe d'appropriation définie. Pardon. Donc voilà, ça c'était la première action. Et la seconde action, c'est le plan d'action qualité. En fait, l'objectif de ce plan d'action, c'est d'accompagner les managers par un plan d'action à bien cibler et à cibler les compétences en écart sur les collaborateurs qui sont en poste. Et donc, on a décidé de travailler sur 2 ou 3 collaborateurs qui sont en écart ou alors qui sont aussi en best performer. On va voir aussi qu'on va travailler aussi les best performers, donc au sein de son équipe, et d'aller chercher la performance sur des indicateurs qualité. Notamment, le premier indicateur, c'est la satisfaction client. Tout à l'heure, Valérie en parlait et Laurent, c'est aussi d'éviter la réitération pour le même motif. Et ensuite, on a les indicateurs de qualité produite, donc les évaluations versus l'exigence de la norme AFNOR. Donc en fait, aujourd'hui, plusieurs acteurs sont autour de la table lors de cette instance. Donc c'est une instance mensuelle qui regroupe les responsables qualité qui, eux, ont un rôle de focuser sur les actualités et notamment les indicateurs et de guider aussi les managers dans les écarts et les actions prioritaires à travailler. Mais aussi, le responsable va aider le manager à mettre en place un plan d'action versus les exigences qu'on peut avoir, les actualités, et aussi de tendre vers les objectifs qu'on nous donne et qu'on a. Dans cette instance, il y a le responsable formation qui, lui, a un rôle aussi d'accompagnement, de communiquer les formations à venir. Donc, il y a une partie actualité, mais aussi, il est garant aussi de voir qu'on travaille bien les compétences et de faire le lien entre les compétences, l'évolution des compétences entre la formation et, on va dire, un collaborateur qui est sur le terrain, qui a plus de 6 mois. Ensuite, on a les responsables de site. Donc, ça, ce sont les responsables des managers opérationnels. Donc, eux, ils sont là aussi en présence pour guider le manager à bien cibler les bonnes personnes. C'est-à-dire que s'il y a un sujet RH, forcément, ce n'est pas un sujet qu'on va traiter dans ce dispositif. Ça, c'est un sujet à part. Donc aussi, le responsable de site, il est présent pour qu'il y ait une continuité d'accompagnement aussi envers son responsable, envers le manager, envers le responsable d'équipe. Donc, il y a aussi une partie de prise d'information et aussi de continuité d'action dans ces points individuels qu'il va faire avec lui après. Donc, il y a les managers. Donc, les managers sont présents. Donc, le but du manager, il est de présenter un plan d'action sur 3 mois et de travailler donc, la compétence on va dire de travailler la réussite de la performance par cibler une compétence. Donc, forcément, la compétence va se travailler sur du long terme. Donc, le manager cible des collaborateurs qui sont en écart sur ces indicateurs de qualité. Et donc va aussi présenter son plan d'action, mais on est plus dans un travail collaboratif parce qu'il vient aussi avec la compétence à cibler, mais des fois, il peut revenir en arrière parce qu'en fait, la compétence avait mal été ciblée ou alors, de par un coaching avec le conseiller préfère aussi travailler cette compétence en accord avec son manager. Et donc, il y a aussi le collaborateur. Alors lui, le collaborateur, il n'est pas présent lors de l'instance, mais en tout cas, via le coaching que va faire son responsable d'équipe, il va aussi valider le plan d'action et le plan d'accompagnement que le responsable met en œuvre à la réussite de ces indicateurs. Donc, en fait, voilà, comme je vous disais, c'est un format mensuel et il permet, dans un premier temps, aussi d'avoir un suivi régulier sur ces collaborateurs qui sont en écart, mais aussi sur les best performers. Là, on va s'atteler bientôt aux best performers. Quand je dis ça, c'est d'aller récupérer la surperformance chez certains collaborateurs par des actions d'animation, par des actions de challenge aussi. Et cette instance permet à tous les managers, donc on est tous réunis au même moment, en fait, ça permet aussi de faciliter des actions qui ont bien été, qui ont porté leurs fruits et qui ont été faciles à mettre en place, ou pas, hein, mais qui ont porté leurs fruits. C'est aussi de faire un partage d'expérience et un partage d'expertise sur les bonnes pratiques. Donc, en fait, voilà globalement le dispositif et la gouvernance qu'on a mis en place.
Et depuis cette mise en place, quel est le bilan que vous pouvez en faire? Alors, sans doute qu'il y a eu des actions et des résultats qui sont opérés à très court terme et d'autres qui ont mis un peu plus de temps à se déployer. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques éléments? Alors, dans un premier temps, il a fallu aussi ça passer par une formation coaching de tous les managers pour aussi ancrer la responsabilisation du conseiller. Un coaching, c'est de faire sortir les compétences et de faire en sorte que le conseiller soit acteur de son évolution. Donc, on avait cette méthode de coaching qu'on a pu élaborer, enfin, sur laquelle on s'est appuyé pour former nos managers. Et ensuite, on a eu les résultats très clairs. J'ai en tête un collaborateur qui a augmenté son taux de conformité, donc son taux de conformité sur un indicateur par rapport à la grille d'évaluation. Donc, en fait, il a gagné 5 points en un mois. Donc, grâce à ça. Et en fait, on est vraiment sur la compétence à travailler, mais avec des capteurs et des indicateurs avec une courbe de progression. Donc, on a, dans un premier temps, aussi la responsabilisation du conseiller, je l'ai dit, mais avec le plan d'action établi. Et c'est un plan d'action qui est établi entre lui et son manager. Donc, il est vraiment au centre de son évolution. Et ensuite, on a aussi la responsabilisation du manager, c'est aussi de se donner un cadencement d'accompagnement avec ses collaborateurs et d'avoir un suivi régulier. Donc, ça, c'est les choses qu'on a pu voir tout de suite. Et ensuite, on a eu l'amélioration de la satisfaction client parce qu'on a pu mettre en place des formations notamment sur l'accusé-réception des émotions. Et grâce à cette instance-là, on a décidé de mettre en place des grilles de validation des acquis à l'issue de la formation, mais aussi qui permet au manager d'aller évaluer 6 mois après la compétence de son conseiller, de voir les écarts et de mener les bonnes actions. Donc voilà là, les actions qu'on a pu réaliser, les résultats qu'on a pu avoir dans un premier temps. Donc la compétence se travaille à long terme. Donc, on a des résultats qui, comme je disais, des résultats notamment sur la satisfaction client au global, mais on voit vraiment que c'est un travail sur du long terme et on voit aussi que le collaborateur et le manager prennent conscience que, en fait, ça prend du temps et que du coup, il y a besoin de formaliser un plan d'action et de se donner des échéances et des étapes. Et donc, grâce à ça, on peut avancer petit peu par petit peu et de transformer le pépin en pépite. Notre objectif, il est là aussi. Exactement. Et je crois d'ailleurs, Arnaud, que vous avez également lancé d'autres initiatives en vous appuyant sur la voix du client, toujours pour aller plus loin dans cet objectif de satisfaction des clients et de traitement aussi des clients insatisfaits. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur cette façon dont vous opérez ou vous souhaitez opérer pour traiter ces clients insatisfaits sur la base de la voix du client? Alors, tout à fait. En fait, on a démarré sur nos clients grands comptes où on opère des enquêtes de satisfaction mensuelles et on a capté forcément des clients insatisfaits et on s'est dit, on va en faire quelque chose de ces clients insatisfaits. Et du coup, on a décidé de mettre en place un dispositif de rappel de ces insatisfaits par le responsable d'équipe. Donc, en fait, ça a deux vertus. De un, transformer l'insatisfaction en satisfaction par la prise en charge de ce client par le responsable d'équipe, de aussi capter les écarts de discours, mais aussi de process de son conseiller. Donc, en fait, forcément, il y a des actions d'accompagnement et de formation. Et ensuite, de garantir la satisfaction client sur nos clients grands comptes. Donc, on a décidé de le mettre en place. Ça apporte ses fruits. Moi, j'ai en tête là la performance d'une équipe, notamment d'une responsable d'équipe, qui a transformé un client qui était à 45% satisfait à 97%. Donc, du coup, avec ces actions, hein, donc ça s'est fait sur un mois bien précis. Donc, elle a vraiment pris en charge le dossier et le client. Et du coup, voilà, par la clôture d'une enquête de satisfaction, on a pu voir quand même que… Et l'objectif aussi, c'est de fidéliser nos clients. Donc, en fait, voilà, il y a vraiment trois vertus à ça. Donc, en fait, ce dispositif, il est en place depuis début d'année. Il fonctionne bien. On a des bons résultats. Alors, forcément, ça prend du temps au manager, mais du coup, il voit quand même que ça porte ses fruits parce qu'il voit aussi que par la voix du client, il a des actions d'accompagnement avec son conseiller. Donc, c'est aussi important pour lui de s'appuyer sur la voix du client pour accompagner son collaborateur. Et ensuite, le next step, on va dire, c'est de déployer ce dispositif sur tous nos clients.
donc que ce soit du client national ou international. On va déployer ça aussi auprès de toutes les autres équipes. Merci beaucoup à Arnaud pour la présentation de toutes ces initiatives qui ont réellement porté leurs fruits. Je me permets à nouveau de me retourner vers Laurent. Au-delà de ces deux initiatives qui nous ont été présentées par Valérie et Arnaud, qu'est-ce que vous avez-vous déjà imaginé dans votre feuille de route en termes de next step pour aller encore plus loin dans vos orientations clients et vos projets clients pour toujours transformer ce pépin en pépite? La feuille de route, elle est chargée et on aimerait tout mettre en œuvre vite, sauf qu'il y a un moment où il y a un problème de temps qui vient se greffer à tout ça. Donc dans les différents sujets qu'on a identifiés, on a un sujet aujourd'hui dont on est convaincu que on ne le traite pas suffisamment bien, c'est celui de la réitération. Aujourd'hui, on a un once and done qui est ce qu'il est, mais dans sa méthodologie de calcul, etc., je ne sais pas, on ne sait pas si c'est forcément un reflet très efficace. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on a de la réitération de certains de nos clients, du rebond entre nos canaux, qu'on n'arrive pas à forcément bien détecter aujourd'hui. Et en fait, finalement, cette réitération, on le sait tous, c'est un signal faible qu'il nous faut pouvoir prendre en compte. C'est un signal faible qu'il nous faut pouvoir traiter et en fait sur lequel on doit, justement pour transformer ce fameux pépin en pépite, se dire, bon, bah voilà, j'ai un client qui peut-être ne me le dit pas franchement, qu'il est insatisfait, qu'il est agacé, que le parcours que je lui propose ne lui convient pas, mais en tout cas, il me le fait savoir au titre de ces divers contacts qu'il opère auprès de mes services. Donc, on arrive aujourd'hui à identifier ces contacts quasiment en temps réel, hein, ces clients qui nous contactent à plusieurs reprises, vu qu'on a un outil qui nous permet de voir l'ensemble des contacts qui peuvent arriver via différents canaux. Donc là, aujourd'hui, notre vrai sujet, on va dire prioritaire dans notre roadmap côté relation client, c'est de pouvoir identifier ces clients sur lesquels il y a une forte réitération pour pouvoir leur amener une réponse qui va permettre justement d'assurer un traitement qualitatif et définitif à l'ensemble de la réclamation qu'il a pu nous apporter. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on commence à mener certains tests pour justement tester notre organisation, tester aussi le seuil, à partir de quand on va considérer que la réitération doit amener un traitement spécifique. Est-ce que c'est à partir de 2, 4, 5, 10, 15 contacts? Voilà, enfin, tous ces éléments-là sont aujourd'hui en cours de regard, sachant qu'il y a aussi plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'on doit regarder les contacts via nos canaux digitaux, plus les contacts qui arrivent sur nos agents, uniquement les contacts qui arrivent sur nos agents? Dans quel laps de temps? Enfin, du coup, on est en train de designer l'ensemble de ces sujets-là, mais clairement, la réitération est l'un des leviers sur lesquels on considère aujourd'hui que pour transformer ce pépin en pépite, il nous faut agir, parce que c'est de l'insatisfaction, qui ne dit pas son nom, mais qui finalement n'en est que le reflet assez marqué. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est on a beaucoup travaillé sur nos parcours, nos outils, l'organisation interne, etc., etc. On utilise la voix du client, bien entendu, pour porter des projets. Le fait de mettre en place un chatbot qui va pouvoir répondre sur du traitement 5, c'est parce qu'on avait identifié que dans nos contacts, il y avait énormément de contacts qui nous sollicitaient sur du suivi colis, par exemple, ou sur de la demande avant-vente qui était disponible au travers de nos FAQ ou sur chronopost.fr. Bon. L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans cette utilisation de la voix du client. Il nous faut écouter et l'entendre. C'est pas tout d'avoir des conseillers qui répondent à nos clients par mail, par chat, par tous les canaux de contact qui peuvent être les nôtres, mais il nous faut pouvoir mieux l'entendre. Et mieux l'entendre, bah, c'est être en capacité de l'entendre pour faire rayonner cette voix du client à l'intérieur de notre boucle d'amélioration continue. Tout à l'heure, je disais qu'on avait une démarche ligne qui était très ancrée au sein de la direction de la relation client. Elle s'appuie sur la voix du terrain, qui est le reflet de la voix du client, mais cette voix du client, ben, on a aussi aujourd'hui envie d'aller la capter directement. C'est-à-dire que là, on est dans un projet de refonte d'un outil à destination de nos chargeurs. Eh bien, nos clients sont directement mis à contribution pour nous aider dans le design et dans tout l'UX qu'on va mettre sur cet outil, mais aussi dans le contenu qu'on va proposer dans cet outil. Donc, c'est vraiment faire entrer le client à l'intérieur des décisions d'organisation qui peuvent être les nôtres, encore plus que ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est aussi comprendre les parcours de nos clients, les schémas de rebond qu'il peut y avoir entre nos différents canaux, et donc aller plus loin dans le fait de comprendre ce comportement client pour faire évoluer nos parcours, faire évoluer nos process aussi, parce qu'il peut y avoir des points de process qui aujourd'hui nuisent à cette expérience client et qu'il nous faut pouvoir corriger.
C'est aussi mieux utiliser et entendre et écouter, entendre cette voix du client pour alimenter nos outils de self-care, ce qu'on peut mettre à disposition comme information au travers de cette data qui aujourd'hui existe et mise à disposition. Et puis, c'est aussi entendre nos clients pour agir encore plus vite et plus directement sur les causes racines. Aujourd'hui, le client qui me contacte pour me dire qu'il a été très insatisfait ou très satisfait de sa livraison, c'est pas quelque chose c'est une information qui est importante et dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, elle ne doit pas rester bloquée dans notre CRM. Dans notre CRM, elle ne sert plus à rien, cette information. Donc, on a déjà des moyens qui permettent d'utiliser cette data, mais aujourd'hui, on veut aller vraiment sur une transmission de cette information encore plus fine et encore plus directe auprès du chauffeur. Par exemple, je vais vous donner une anecdote. Au moment du confinement, bon, on a eu des livraisons qui se sont opérées de manière importante. Voilà, on a tous eu affaire à des livraisons. Et puis, on a eu le cas d'une cliente qui, par exemple, voulait lui faire livrer un bouquet de fleurs à sa maman, qui était assez éloignée de chez elle. Et puis, en fait, il y avait eu un problème sur l'adresse du bouquet de fleurs. Donc, le chauffeur ne pouvait pas livrer. Et cette demoiselle qui nous avait sollicité nous a dit, écoutez, c'est pour l'anniversaire de ma maman qui avait un certain âge. Franchement, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose parce que c'est très important pour moi, etc. Je reviens pas sur tous les éléments de contexte, mais tout ça pour dire que normalement, on n'aurait pas pu le faire. Normalement, on n'aurait pas pu le faire, mais finalement, il y a un enchaînement d'effets exceptionnels entre le conseiller qui a pu faire quelque chose d'exceptionnel dans le process et dans l'application qu'il a pu mettre en œuvre et dans ce que le chauffeur a fait, qui a généré pour la cliente une hyper satisfaction et cette cliente nous a rappelé après pour nous dire qu'elle était extrêmement ravie de la manière dont on avait pu traiter ce cas exceptionnel, qui à la base est absolument pas lié à une problématique Chronopost. Hein. Et finalement, c'est poser cette question à ce moment-là de manière très prégnante, c'est de se dire, mais comment je fais pour prévenir ce chauffeur qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de moyen de faire remonter cette information-là, ce qui est quand même assez dingue. Donc, c'est aussi ça que je veux illustrer, c'est de se dire cette voix du client, qu'elle soit positive ou négative, il nous faut aujourd'hui avoir cette capacité à pouvoir mieux s'en faire le porte-parole et le porte-voix et la faire rayonner finalement à l'intérieur de l'ensemble de l'entreprise. On est sur une organisation qui est assez customer-centric. Donc, dès lors où on est dans cette philosophie-là, dans cette envie-là, dans cette ambition-là, il est important que ce que nous disent les clients au travers de l'ensemble des contacts qu'on traite tous les jours et qui sont significatifs, hein, on arrive à bien les utiliser et à bien les faire rayonner. Donc, c'est vraiment l'ambition qui est la nôtre aujourd'hui. C'est transformer le pépin en pépite et puis c'est aussi faire en sorte que toutes ces pépites qui arrivent au sein de la relation client, parce que les clients nous appellent aussi pour nous dire qu'ils sont satisfaits de Chronopost quand même, ça n'est pas que des cas exceptionnels, mais c'est que toutes ces pépites qui nous arrivent aussi de temps en temps, on arrive à les faire briller encore plus fort pour les mettre en avant et valoriser aussi toutes ces personnes qui font rayonner l'image de marque de Chronopost. Merci voilà, Laurent. En quelques mots. Merci Laurent. Je vois que le temps qui nous reste est compté. Ça m'amène, votre dernière anecdote m'amène à une première question qui est l'utilisation de la data, de la connaissance client. Qu'est-ce que vous imaginez aujourd'hui, comment vous l'utilisez ou comment vous souhaitez l'utiliser demain, cette data, cette connaissance client pour parfaire l'expérience que vous délivrez à vos clients? Alors là, on en est aux prémices des réflexions qui peuvent être les nôtres, hein, mais on est assez convaincu que plus le temps va passer, plus on va pouvoir identifier finement au travers soit des parcours self-care, soit au travers des parcours SVI, avant même que l'agent prenne en charge la demande, quel peut être le motif du contact, quel peut être le besoin du client, est-ce que le client il est sur un risque d'insatisfaction élevé ou finalement est-ce qu'il est dans un risque limité? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers qui doivent être à mettre en œuvre? Aujourd'hui, on n'a absolument pas de scoring, c'est-à-dire que l'ensemble de nos clients sont gérés de la même manière. On peut se poser cette question-là au travers de schémas de sollicitation sur certains motifs, au travers de risques de churn, avoir une utilisation de la data qui puisse aller encore plus loin pour parfaire cette expérience client, effectivement, et avoir des parcours qui puissent être adaptés à certains types de clients ou à certains canaux, puisque je pense qu'on va de toute façon sortir d'une relation client qui est très globalisée pour rentrer sur des relations clients qui vont être
encore plus personnalisé, avec des parcours qui vont être très adaptés à chacune des cibles qu'on adresse, que je sois un petit pro, que je sois un client B2B, small medium, ou un client B2C, small medium, bah, ma relation client, j'ai pas forcément les mêmes attentes, les canaux que j'attends sont pas forcément les mêmes, etc., etc. Donc, cette utilisation de la data pour mieux comprendre nos clients, mieux comprendre nos parcours, savoir à partir de quel moment dans le parcours de livraison du colis, j'ai le plus de contacts, vont nous permettre d'aller encore plus loin dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on peut proposer en termes de parcours. Donc ça, c'est la prochaine étape, mais dans un temps qui va être dans un temps 2. L'objectif, c'est déjà traiter nos sujets de réitération et faire rayonner cette voix du client au travers d'un dispositif qui nous permet d'agir à la racine. Et quand je dis agir, c'est pas négatif, c'est pas agir pour dire il faut arrêter de faire. C'est agir pour faire remonter l'ensemble des éléments directement auprès de l'interlocuteur physique de la livraison, qui est notre chauffeur, qui est l'opérateur en agence, qui lui-même va accueillir le client et va le voir et va lui remettre son colis. Stéphane, je propose qu'on prenne quelques-unes des questions qui ont été posées, et peut-être d'ailleurs avez-vous pu, que ce soit Valérie, Arnaud ou même Laurent, en découvrir quelques-unes, et peut-être souhaitez-vous d'ores et déjà en prendre quelques-unes. Si je remonte à rebours, on a une personne qui nous demande si effectivement la notion de lean est-elle utilisée entre guillemets dans le cadre de vos démarches. Une autre question également, là, on revient plus peut-être à repenser peut-être même le lien social, c'est-à-dire en gros, est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir des travaux de co-construction, d'innovation des services de demain, imaginez plutôt déposer le colis chez le voisin plutôt que dans un colis, un centre relais. Et Isabelle nous dit oui, parce que des fois, on peut même avoir la flemme d'aller dans un centre qui peut nous paraître loin. Et ensuite, deux autres questions, et puis après, on peut taper dans les sujets évoqués. Donc, la question de ligne, peut-être une question d'innovation sur les métiers de demain, et puis également sur quels ont été les feedbacks des collaborateurs suite à la mise en place de ces solutions. Je pense que la question s'adresse à Arnaud, avec notamment une question qui est la question à 1 000 €, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il y a une incentive, notamment sur la REM des collaborateurs par rapport à la satisfaction? Je vois qu'ils se marrent. Voilà, je ne sais Non, mais le prendre. Alors, on peut traiter les 3 sujets. Sur la question du lean, est-ce que c'est utilisé pour traiter la réitération? Oui, bien entendu. En fait, la plupart de nos sujets d'évolution de process, enfin même tous nos sujets d'évolution de process, passent par un cadrage lean. C'est-à-dire que on a une reine du lean chez nous, hein, qui fait partie de notre comité de direction de la direction de la relation client, qui nous ramène toujours à ce sujet. N'allez pas à la solution directement, posez les différents sujets, quelles sont les causes racines, et des causes racines, posons les enjeux et le bon questionnement pour arriver à une solution qui derrière doit être mesurée en termes d'efficacité, puisque ce qui ne se mesure pas ne se voit pas. Donc on en revient toujours au lean. Au sein de la direction de la relation client, on en revient toujours au lean. Donc on a nos fiches de cadrage, nos A3, etc. Je vois que ça fait sourire Arnaud et Valérie, parce qu'on a été très formatés, très formés sur le lean, hein. On est quasiment tous formés au lean. Donc oui, il est très présent, et bien entendu, il est utilisé pour la réitération. Bon, ça fera plaisir de l'entendre. Il y avait une question également sur la notion du feedback des collaborateurs sur la mise en place des solutions, et éventuellement la question sur la REM. Également, est-ce qu'il y a une incentive qui a été passagère mise en place? En fait, le feedback qu'on a pu avoir, c'est déjà le conseiller sait sur quoi il doit travailler et en prioritaire. Il ne travaille pas sur tout en même temps. Donc, le fait d'avoir ciblé ses compétences et d'avoir en fait des étapes avec une roadmap à 3 mois, avec des échéances, il n'y a pas de surprise dans l'évaluation du collaborateur parce qu'il sait ce qu'il doit obtenir et en priorité. Et donc, en fait, lui-même se dit et peut s'auto-évaluer à se dire là, j'ai réussi ou là, j'ai pas réussi. Et fait aussi un feedback à son manager. Donc, il y a un feedback déjà positif de lui et c'est aussi de son positionnement. Il est très acteur de son évolution, donc du coup, peut-être un peu trop ambitieux à certains moments pour pouvoir atteindre des objectifs. Et du coup, le responsable d'équipe, là, lui dit, attends, on va y aller step by step. Donc, il y a aussi cette partie de priorisation et aussi de soulagement à se dire, je ne vais pas travailler sur tout en même temps. Je vais quand même prioriser mon travail et c'est un accord avec le responsable et le conseiller. Donc, en fait, ça ne peut que soulager tout le monde d'avoir ça. Donc, comme je disais, c'est un travail à long terme. Après, ils sont incentivés sur des indicateurs qualité. Après, je sais qu'il y a une refonte de tout ça parce qu'on est aux prémices de ces dispositifs. Forcément, ça va en découler
du challenge, mais aussi peut-être une partie variable. Donc ça, c'est dans les mains des responsables de site qui sont en cours de réflexion pour intégrer ce genre de choses. En tout cas, sur le dispositif que j'ai mis en place, il n'est pas incentivé, il n'est pas objectivé monétairement sur ça, globalement. Ouais. Par contre, ça fait partie de ces objectifs trimestriels globaux. Donc du coup, ça contribue à la réussite. Et juste pour compléter, le retour d'expérience, c'est qu'on a fait un dispositif d'incentive sur des notes de Sattcli personnelles, sauf qu'en fait, les dispositifs qui étaient les nôtres faisaient que parfois on avait des enquêtes qui étaient mal affectées. Bref, donc si on doit y revenir, et aujourd'hui on n'a pris absolument aucune décision, on partirait plutôt sur quelque chose qui soit global. Voilà. Et donc qui serait la satisfaction globale d'un site, d'une équipe, de la direction de la relation client, considérant que finalement c'est la performance de chacun qui contribue à la performance collective et que la performance collective elle est aussi très dépendante des canaux sur lesquels les conseillers vont intervenir, etc. etc. Une dernière question, Stéphane, si tu en es d'accord. Sauf si y en a que tu souhaites poser, mais j'en vois une également dans le fil. On va la repêcher de Nathalie. Alors, elle a été posée à 11, donc c'était probablement pendant le témoignage d'Arnaud. Et elle évoque justement, pouvez-vous en dire plus sur les AR des émotions? Donc, j'ai même qu'il doit y avoir un accusé de réception évoqué tout à l'heure. En fait, là, on travaille vraiment le sujet de fond. C'est que, comme disait Laurent, quand on a mis en place en fait, cette formation pour que l'humain ait une valeur ajoutée à la réponse apportée au process. Donc, en fait, là, on travaille, c'est un sujet de fond quand je dis ça, c'est que on travaille les soft skills forcément, on travaille tout ce qui va être partie du cerveau, le cortex, et d'abord ses propres émotions pour pouvoir déjà mettre des mots dessus et pouvoir les capter auprès de mon client par du verbatim, par aussi de l'écrit, parce qu'on est aussi sur de l'écrit, donc tout canaux confondus, pour pouvoir d'abord désamorcer la problématique ou alors ce que va nous donner notre client, ce que va nous donner notre client. Donc, c'est du désamorçage, c'est du rebond sur son émotion pour après ensuite lui apporter la réponse. Donc, en fait, ça va être vraiment la différence de la relation client avec d'autres services. Hein. On a pratiquement peut-être les mêmes process. Par contre, c'est la manière de répondre et surtout la prise en considération du client et de ce qu'il nous dit, en fait. Donc, on désamorce d'abord ça. Par des formations, donc on est accusé-réception, on est aussi sur de la synchronisation d'émotions. Tout ça, c'est en train de se mettre en place et on a aussi de l'accompagnement à faire. Hein. La formation n'est que l'impulsion du début du sujet. Top. Bah, écoute, c'est très clair. Stéphane, je vois qu'il est 15h30. Tu vois. Oui, je voulais juste remercier très chaleureusement l'ensemble des participants Chronopost, Laurent, Valérie et Arnaud. Merci beaucoup pour leur témoignage. On est aussi, bien sûr, à tous les participants qui auront des éventuelles questions complémentaires à leur disposition pour y répondre. Si ils souhaitent lancer des initiatives similaires, on sera ravis d'échanger avec eux. Et en tout cas, encore une fois, un grand merci à nos invités et à toi, Marie-Louis, pour nous avoir laissé cette opportunité d'échanger sur ce sujet.